à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous évidemment la Seconde Guerre mondiale. Guerre mondiale de 78. Ou pas. Si nous nous intéressions au monde d'après-guerre, quelles sont les conséquences de cette Seconde Guerre mondiale? Voyons ça maintenant dans ce premier opus Histoire de Back to School. La Seconde Guerre mondiale opposant schématiquement deux camps, les Alliés avec les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, et l'Axe avec notamment l'Allemagne, l'Italie et le Japon, commença le 1er septembre 1939 et fut remporté par les Alliés le 8 mai 1945. Voilà, comme ça on pose les bases. Alors par contre le 8 mai c'est le Troisième Reich qui capitule, mais c'est le 2 septembre qu'on obtient l'entière capitulation du Japon. Par la suite, deux conférences réorganisent le monde, les conférences de Yalta et Potsdam. Et c'est pour se sortir de la guerre que les États-Unis utilisent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août. Ah donc j'ai eu le droit d'atomiser la gueule de l'autre connasse qui m'a volé mon rouge à lèvres? J'adore cette idée de résolution des conflits. On sort avec un bilan extrêmement lourd de la guerre, des pertes matérielles et humaines immenses. On établit les pertes entre 50 et 60 millions de morts durant cette guerre, 35 millions de blessés et 3 millions de disparus. Mais cela reste une grosse différence avec la Première Guerre mondiale qu'on avait qualifiée d'hécatombe. Comment ça se fait? Merci pour cette question, Micheline. Tout cela est dû en partie au perfectionnement des armes et leur efficacité, comme la bombe nucléaire, les bombardements des avions, plus performants qu'avant, etc. Nous sommes face à un bilan qui pèse extrêmement lourd, surtout dans les pays de l'Est, où nous observons une montée du communisme dans ces pays-là. Il y a des pertes considérables au niveau des civils, davantage qu'au niveau des soldats, à cause de la guerre, certes, mais également des maladies et de la famine durant cette période. Les conséquences sont donc un manque de main-d'œuvre, qui sera en partie compensé par la féminisation du monde du travail. Ce sera dur de faire appel aux colonies car elles revendiquent leur indépendance et on aura donc recours à l'immigration. 6 millions de juifs européens furent massacrés dans un génocide, la Shoah. Avec 20 millions de morts, l'Union soviétique a payé le tribut humain le plus élevé de cette Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, il y eut des destructions massives, notamment des moyens de communication, davantage qu'en 14-18 grâce aux nouvelles technologies de guerre. 5 ans de guerre ont anéanti 30 ans de production en France. Nous assistons à un rationnement de la population pour cause de pénurie jusqu'en 1949. Concernant le Japon, tout a été détruit. Environ 80% de la flotte japonaise a été détruite, ce qui signifie un isolement pour le Japon qui est un archipel et une ruine financière. Au Japon et en Allemagne, les villes ont été systématiquement bombardées par les Alliés. Nous sommes face à un bilan financier catastrophique. L'inflation, l'emprunt ou encore les impôts ont servi à financer le conflit. Ce qui a pour conséquence une augmentation de la dette publique, qui a elle-même pour conséquence une hausse des prix ainsi que l'affaiblissement des pays. Cette guerre fut plus traumatisante que la Première Guerre mondiale, qu'il était davantage pour les soldats avec toute une génération sacrifiée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a été touché, civils et soldats, enfants et parents. On a du mal à se projeter dans l'avenir, la reconstruction est de ce fait plus difficile. Il y a un traumatisme dû au génocide et l'horreur de la déportation, et la plupart des Français se retrouvent face à un problème de conscience, de n'avoir rien fait. Il y a également un traumatisme lié à la bombe atomique, qui est une arme redoutable et absolue, qui implique un problème moral. Était-il utile d'utiliser la bombe atomique ? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui n'ont pas subi de destruction massive, hyperpuissance économique et militaire avec la bombe A, deviennent une grande puissance et passent devant une Europe affaiblie, qui n'est plus le leader mondial, ni économique depuis 1919, ni politique. Face aux States, une puissance qui n'a que 1/10 de son territoire détruit, la plus grande armée du monde, j'ai nommé la puissance soviétique, qui va acquérir la bombe A 4 ans plus tard. C'est de cette bipolarisation du monde que sort la guerre froide. Une série de conférences se sont déroulées à partir de 1943 entre les 3 principaux pays alliés, c'est-à-dire les USA, l'URSS et le Royaume-Uni. Ces conférences avaient pour but de s'entendre sur une réorganisation du monde après la guerre. Yalta est une station balnéaire de la mer Noire en Union soviétique. Il y eut 3 participants. Roosevelt, président des États-Unis,
Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni, et Staline, secrétaire d'État de l'Union soviétique. Sexy. Bon, la guerre n'est pas encore terminée, mais c'est une certitude qu'elle le sera bientôt, car l'armée rouge est presque aux portes de Berlin. La plus grande priorité des États-Unis est de gagner la guerre dans le Pacifique, et voudrait l'aide de l'URSS, et la priorité de Staline est de rendre l'Allemagne inoffensive. Ils ont décidé qu'il fallait restaurer la démocratie en utilisant des moyens démocratiques, comme les élections ou le vote, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément la même vision de la démocratie. Démocratie communiste pour Staline et démocratie libérale pour Roosevelt. Et ils ne prendront pas le temps de clarifier la définition, étant donné que ça sert les intérêts de Staline, ainsi que ceux de Roosevelt qui a besoin de l'Union soviétique contre le Japon. En gros, c'est du style on verra plus tard, quoi. Enfin, on met au point les derniers mouvements militaires qui vont conduire à la capitulation de l'Allemagne. Potsdam est en Allemagne qui a été prise par les soviétiques. À cette conférence sont présents les trois mêmes pays que pour la conférence de Yalta, avec toujours Staline, Churchill remplacé ensuite par Attlee, et Truman. Roosevelt est plutôt pragmatique, Négocie avant de frapper, tandis que Truman est plutôt dogmatique. frappe avant de négocier. On parle de dénazification, organiser les procès de Nuremberg et décider des 4 zones d'occupation par les vainqueurs dans l'Allemagne. Par contre, on n'a pas reprécisé la définition de démocratie. En Europe, on ramène l'Allemagne à ses limites de 1937. Plus d'Alsace, de Tchécoslovaquie, d'Autriche. La Pologne, ayant perdu 150 km à l'ouest par l'URSS, les récupère sur l'est de l'Allemagne. En Asie, le Japon perd toutes ses conquêtes de la Seconde Guerre mondiale, dont la Corée, occupée au nord par les soviétiques et au sud par les États-Unis. L'URSS reçoit l'île Sakhaline et les îles Kouril. La Mandchourie et Formose reviennent à la Chine. Les États-Unis reprennent possession des archipels occupés par les Japonais. L'Italie perd ses colonies africaines. Il y a tout d'abord une réorganisation financière. 75% de l'or revient aux États-Unis et la seule monnaie convertible en or est le dollar. Avec les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar est la monnaie de référence et intermédiaire pour avoir de l'or dans l'ensemble du monde. 20 pays vont signer en 1947 les accords du GATT, avec un accord général sur le commerce et les tarifs de douane. C'est-à-dire ? En gros, ça supprime les obstacles au tarif international. Il fallait fixer de nouvelles règles susceptibles de rétablir la paix définitivement. En 1943 a eu lieu la conférence de Téhéran, décidant de mettre en place des structures et institutions pour empêcher de recommencer. Elle fut suivie par la conférence de San Francisco en avril 1945, durant laquelle fut créée l'ONU. Il y a une volonté de créer une société internationale. Les grands principes de la charte de l'ONU sont le règlement pacifique des litiges entre les pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine de tous les États, quelle que soit leur taille ou leur puissance. Mais de ce fait, les colonies vont vouloir leur indépendance. Alors, comment que ça marche l'ONU exactement ? Alors, à l'origine, il y avait 51 pays à l'ONU. Alors aujourd'hui, on est à 193 pays. L'Assemblée générale de l'ONU est délibérative. Elle ne prend pas des décisions, elle vote des recommandations. Le Conseil de sécurité est formé de 15 membres, dont 5 membres permanents ayant un droit de veto. Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et URSS. Alors, le droit de veto ne fait pas allusion à un syndicat de vétérinaires, mais il est utilisé pour indiquer qu'une personne ou une partie d'un groupe a le droit d'arrêter une décision commune. Les 6 autres membres du Conseil de sécurité sont élus par l'Assemblée générale pour 2 ans. Le Conseil de sécurité gère le maintien de la paix et la sécurité au sein des pays. Il prend des résolutions. Mais les vétos des membres permanents conduisent parfois à la paralysie du système. Le secrétariat général est l'organe administratif de l'ONU. Le Conseil économique et social, composé de 18 membres élus par l'Assemblée, gère les problèmes de coopération économique et sociale. Certaines institutions comme l'UNICEF, la BIRD, le FMI, l'OMS, la FAO et l'UNESCO dépendent de lui. Le Conseil de tutelle, composé de 15 membres, contrôle l'administration des territoires autrefois colonisés et qui n'ont pas encore acquis leur indépendance, par exemple la Libye,
ex-colonie italienne. Enfin, la Cour internationale de justice est chargée de régler les conflits juridiques entre les États. L'ONU s'est dotée de moyens pour garantir la paix. Elle peut par exemple voter des sanctions économiques comme l'embargo, ça a été le cas de la Libye pendant environ 15 ans. En dernier recours, l'ONU peut faire appel aux casques bleus avec des forces d'interposition, pas la guerre, et des forces d'intervention. Là c'est la guerre. Il s'agit de rétablir le droit international s'il a été violé. Les casques bleus sont des volontaires parmi les pays pour aller combattre pour ces droits. À la fin de la guerre, le monde est détruit. Cependant, il y a une énorme volonté de la part des alliés et des grandes puissances de réorganiser le monde pour garantir la paix. Ce sont les États-Unis qui se sont imposés comme les réorganisateurs du monde, étant donné que ce sont une superpuissance autant au niveau économique que militaire. Le monde est donc dominé par les États-Unis et l'URSS ne peut, Oui, enfin, il veut pas surtout. se placer sous sa tutelle. S'installent alors les prémices de la guerre froide.